Très bien. Alors, j'aimerais débuter cet atelier qui portera sur les barrières systémiques à l'immigration francophone et tout particulièrement sur les premières étapes de recrutement des immigrants francophones euh, vous souhaitant la bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'aimerais aussi me présenter. Je m'appelle Jenaina Nazari Gomez. Je suis professeure adjointe à l'Université de Guelph en études françaises et francophones. Nous venons de changer le nom pour le rendre un peu plus actuel et nous avons ajouté le francophone. Merci, je te remercie, Kimberly, au nom de l'équipe de l'Observatoire en immigration francophone du Canada pour m'avoir invité à animer cet atelier qui est très, très important pour la recherche en immigration francophone en situation minoritaire au Canada. Euh, Vous voyez, tout le monde voit mon écran, donc vous voyez ma diapositive que je vais essayer de passer. Donc, je vous invite tous et toutes à juste garder vos micros fermés en sourdine pendant les présentations de nos panélistes que je vais présenter bientôt. Si vous pouvez allumer vos caméras, ça c'est toujours très très sympa pour ceux et celles qui présentent. On peut voir vos réactions, on peut communiquer aussi par des gestes et par des regards. Et vous avez toujours l'option du clavardage que nous allons regarder de temps en temps pendant la présentation et à la fin pour les questions. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure, ajouter vos questions au clavardage. Aussi, tiens à vous informer que cette présentation, cet atelier, il est enregistré et que vous pourrez par la suite le diffuser, le rediffuser dans vos réseaux. Et vous allez aussi recevoir les diapositives par courriel, ceux et celles qui se sont inscrites à l'atelier. Euh, et avant de commencer, donc les présentations en tant que telles de nos panélistes, j'aimerais reconnaître que, et ça c'est très cher pour moi, que nous ne sommes pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième habitant de ce territoire. Bien avant nous, ben, je dis nous parce que je suis immigrante, mais bien avant les immigrants et les peuples français et anglais, il y avait de nombreuses nations qui continuent en fait d'être là et qu'on doit non seulement honorer, mais prendre en compte dans nos recherches et dans nos cueillettes de données empiriques. Euh, donc, un petit mot sur l'Observatoire en immigration francophone au Canada. C'est un observatoire donc qui a été créé comme un espace de partage, de recherche, mais aussi de mobilisation des connaissances pour appuyer les politiques publiques et les pratiques en immigration francophone, donc à plusieurs niveaux, du niveau le plus local au niveau ministériel. L'Observatoire est aussi, il a été créé pour être une référence en immigration francophone au Canada et je dirais même ailleurs, Kimberly. Il est ancré dans la francophonie ou les francophonies canadiennes. J'aime beaucoup le pluriel pour approcher les francophonies. Il adopte des approches collaboratives et participatives avec, ayant en vue la rigueur scientifique, l'innovation et l'accessibilité. L'observatoire, il est rattaché à l'Université de l'Ontario français qui a été créée en 2017. Est une université
public francophone situé à Toronto. Donc, ceux et celles qui connaissent la région de Toronto savent à quel point c'est important d'avoir une université francophone dans cette grande ville à majorité anglophone. Et c'est la première université gouvernée par et pour les francophones en Ontario. L'Université de l'Ontario français compte sur 5 baccalauréats spécialisés, un baccalauréat en éducation qui est en expansion et de micro-certificats. Vous pouvez en savoir plus sur son site Internet. Et donc, encore une fois, vous rappelez que vous avez accès au clavardage. Vous pouvez laisser vos questions au fur et à mesure où elles arrivent. Et donc, pour vous présenter Abdul Malik Ahmad, qui est le coordonnateur de la recherche et chercheur principal à l'Observatoire. Et il y a Benassine, j'espère avoir bien prononcé, Eya. Super. Ces deux chercheurs présenteront à partir de maintenant l'enquête sur les barrières systémiques à l'immigration francophone. Et je vous cède la parole, mes collègues. J'ai hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Janaina. Bonjour tout le monde d'être venu nous. Alors, je vais partager l'écran. Donnez-moi quelques secondes. Tac, tac, ici. Je crois que tout est bon. Voilà, donc je vais pouvoir commencer. Donc, merci tout le monde d'être aussi nombreux pour venir écouter les résultats préliminaires de cette enquête importante pour l'Observatoire, comme l'a expliqué Janaina tout à l'heure. Cette enquête sur les barrières systémiques à l'immigration francophone. Donc, je vous présente rapidement le plan de la présentation. Je vais vous présenter l'équipe de recherche, les objectifs et questions de recherche, le cadre théorique, ensuite la méthodologie et finalement, je vous présenterai les résultats. Donc, concernant l'équipe de recherche, donc il y a moi, évidemment, Abdul Malik Ahmad, chercheur principal, ma collègue Eya Benhassine, co-chercheur à l'Observatoire, Kimberly qui a les deux casquettes à la fois de chercheur et de directrice générale de l'Observatoire, Linda Cardinal qui est co-chercheur dans l'Observatoire, Claire Dewey, excusez-moi Claire si j'ai mal prononcé le nom de famille, coordonnatrice de communication, Eden Lubilangi Moninga qui est aussi assistant de recherche à l'Observatoire. Donc, qu'est-ce qu'on entend à l'Observatoire quand on parle de barrière systémique, qui est en fait dans le programme de recherche de l'Observatoire, c'est un peu la recherche principale. Actuellement, on mène des recherches sur les barrières systémiques lors du recrutement des personnes immigrantes d'expression française en contexte minoritaire au Canada, mais le programme de recherche de l'Observatoire porte sur les barrières systémiques sur tout le continuum de l'immigration. Donc, par barrière systémique, on entend l'effet combiné d'orientation, de structure et de biens individuels et collectifs inscrits dans les politiques migratoires et les pratiques administratives qui produisent des effets différenciés selon l'origine nationale, la race, le genre, etc. Et donc, ces barrières fonctionnent un peu comme un faisceau de contraintes tout au long du continuum de l'immigration. Et ici, on va se concentrer seulement, comme je le disais tout à l'heure, sur le recrutement. Donc, notre analyse va s'intéresser à la fois à la phase qui inclut la promotion, qui consiste à attirer les personnes candidates à l'immigration francophone, la sélection de celles et ceux qui sont admissibles, et toute forme de communication ultérieure qui a lieu avant leur arrivée au Canada. Donc, après avoir analysé la littérature, on est parvenu à identifier 5 catégories de barrières systémiques possibles. Des barrières linguistiques qui interrogent un peu l'accès aux services en français. Euh, donc, dans ces barrières linguistiques, on inclut aussi des barrières communicationnelles, donc le fait de pouvoir échanger avec des personnes physiques et pas seulement avec les plateformes mises en place par IRCC.
Il y a aussi les barrières administratives et juridiques qui concernent les délais excessifs évoqués par les personnes immigrantes, la complexité des démarches, etc. Il y a aussi les barrières liées aux billets au sein de l'appareil public. Donc, il y a le manque de transparence, l'opacité, le taux de refus élevé selon les régions d'origine des immigrants francophones. Et enfin, je vous présente les deux dernières barrières systémiques qu'on a repérées à partir de la littérature. Donc, les barrières liées à la reconnaissance professionnelle, qui interrogent un peu les enjeux de qualification des personnes immigrantes, ou même de déqualification et de démarche pour se requalifier dans le contexte canadien. Et enfin, et non la barrière la moins importante, la barrière qui est liée au coût de la migration, la barrière financière. Donc, notre enquête se fixe comme objectif de mettre à l'épreuve, en fait, toutes ces barrières-là que nous avons décelées à partir de la lecture de la revue de la littérature. Donc, cette étude, elle repose un peu sur une hypothèse qui est centrale, c'est que les barrières systémiques ne sont pas le fruit du hasard ou d'accidents ou de dysfonctionnements isolés, et qu'elles sont en fait quelque part le produit d'instruments et d'outils de l'administration publique qui aurait pu prévoir ces effets. Et donc, ces instruments et ces outils de l'administration publique peuvent être réinterrogés et remaniés. Le schéma que je vous présente ici, que vous voyez, montre comment les instruments des politiques publiques vont générer des barrières systémiques à travers des outils spécifiques et des enjeux particuliers. Donc, pour mettre à l'épreuve en fait cette hypothèse que je viens de vous présenter, on va s'appuyer sur deux cadres théoriques complémentaires. D'une part, la théorie des instruments et de l'autre part, l'analyse intersectionnelle ou une approche intersectionnelle. Donc, la, la première approche, la théorie des instruments de l'action publique, concrètement de quoi on parle, ce sont en fait des instruments, ce sont des moyens d'action par lesquels un gouvernement va conduire des acteurs individuels, donc des citoyens, des personnes immigrantes et collectifs, ça peut concerner des groupes, des associations, des institutions, à prendre des décisions qui sont compatibles avec des objectifs de politique publique. Donc cette approche, elle nous rappelle que le choix des outils est une étape importante pour la mise en œuvre des politiques publiques. Et ces outils, même si elles apparaissent comme techniques, neutres, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ne sont pas neutres et ils véhiculent des biais et une vision particulière des enjeux. Prenons un exemple concret. Quand un immigrant francophone interagit avec ces outils, les difficultés vont s'accumuler. Par exemple, il va remplir des formulaires, ce qui est un outil, il va rencontrer une information éclatée et une absence de contact humain. Donc, c'est un enjeu par rapport à un outil qui est censé être neutre. Et donc, face à ces enjeux et ces outils, va apparaître des barrières systémiques liées à la langue et à l'information et à la communication. Par exemple aussi, il doit fournir une preuve de fond, une preuve financière. Il va découvrir que les coûts finalement sont cumulatifs. Il y a des coûts qu'il n'avait pas envisagés, qui vont s'accumuler tout au long de ses démarches. Et donc là, c'est un enjeu. Et face à cet enjeu, va apparaître une barrière systémique qui est financière. Et donc, deuxièmement, l'analyse intersectionnelle, c'est une analyse qui permet, quelque part, de saisir comment ces différents enjeux, ces différentes contraintes vont s'imbriquer dans le parcours migratoire des personnes immigrantes francophones, selon le pays d'origine, selon le genre, selon la catégorie sociale d'origine, selon dans le pays d'origine, si on vit en milieu rural, en milieu urbain, etc. Donc l'essentiel ici, c'est de comprendre que ces inégalités, elles ne s'additionnent pas, elles s'entremêlent pour compliquer le parcours migratoire des immigrants francophones. Et donc c'est précisément cette intersection de ces différents systèmes de contraintes qui sont activés par ces instruments et ces outils qui créent une barrière systémique. Et donc notre analyse cherche à montrer comment ces dispositifs des politiques d'immigration, qui en apparence sont neutres, renforcent en réalité des difficultés et des contraintes persistantes. Donc, à partir de ces constats un peu théoriques, notre questionnement peut se résumer comme ceci. Quel type de barrières systémiques les immigrantes et les immigrants d'expression française rencontrent-elles durant les différentes étapes de leur parcours avant leur arrivée en contexte minoritaire au Canada?
Donc, on va essayer de vous présenter les résultats préliminaires, mais avant d'arriver à à la présentation des résultats, je laisse la parole maintenant à ma collègue Eya pour vous présenter le cadre méthodologique et le début des résultats. Merci beaucoup, Abdul Malik. Donc, pour répondre à cette question de recherche, nous avons opté, si vous pouvez passer à la prochaine diapo, Oui. donc nous avons opté pour une approche quantitative et ce afin de brosser un portrait de l'ensemble des barrières rencontrées dès les premières étapes du parcours migratoire, soit le recrutement. Notre collecte de données s'est effectuée à l'aide d'un questionnaire distribué à des personnes immigrantes d'expression française qui sont établies au Canada depuis moins de 8 ans. Le questionnaire a été diffusé au printemps 2025 par l'Observatoire et par plusieurs organismes partenaires dans toutes les provinces et territoires, à l'exception de la province du Québec, que nous remercions d'ailleurs pour leur précieuse collaboration. Au total, 133 personnes ont répondu lors de cette première phase de collecte de données, mais seulement 81 personnes ont répondu à l'ensemble des questions. Les critères de participation à ce questionnaire étaient d'avoir 18 ans et plus, d'être ou de s'identifier comme une personne immigrante d'expression française, selon les définitions d'IRCC, et d'être arrivé depuis 2017 par un programme d'immigration économique ou de réunification familiale, ou encore dans le cadre d'un statut temporaire de travail ou d'études. Si on peut passer, merci beaucoup. Donc, le questionnaire était d'une durée approximative de 40 minutes et comptait 48 questions au total, dont la majorité étaient des questions à choix multiples et des énoncés et affirmations avec des échelles de Likert, le tout combiné à quelques questions ouvertes qui permettent de recueillir les perceptions des répondants et des répondantes. Et au fin de ce rapport, nous avons utilisé les questions partant, les variables que vous voyez devant vous à l'écran. Afin de brosser un portrait des répondants, nous avons mobilisé les variables 38 ou les questions 38, 39, 42 et 43 qui portent sur la tranche d'âge, l'identité de genre, l'année d'arrivée au Canada, le premier visa ou programme d'entrée et finalement la situation familiale au moment d'effectuer une résidence permanente. Et rappelant que lors d'une recension des écrits, nous avons identifié plusieurs barrières à l'immigration francophone, dont les barrières linguistiques, administratives et juridiques, organisationnelles, professionnelles, financières. Donc, pour chacune des barrières, pour les examiner, nous avons identifié certaines questions que vous voyez dans le tableau à droite. Finalement, pour mieux comprendre l'expérience des personnes participantes, nous avons décidé également d'effectuer une analyse thématique à partir des questions ouvertes 31 et A et B, qui portaient sur les défis liés à l'accès au bureau de visa du gouvernement du Canada et les difficultés rencontrées pour accéder aux cliniques désignées pour la réalisation des examens médicaux. Maintenant, pour le profil des personnes répondantes, donc comme vous voyez sur l'écran, en moyenne, les personnes interrogées se situaient dans la tranche d'âge active, donc de 30 à 49 ans, et plus de la moitié s'identifiait comme ou s'identifie comme femme, contre 43,2% qui s'identifient comme hommes et seulement 1,2% non-binaires. Pour les programmes de l'immigration, donc nos données montrent que la moitié des personnes participantes sont entrées par un programme d'immigration économique et le reste se répartissent entre les programmes temporaires de travail et d'études. Et enfin, la moitié de nos répondants et répondantes étaient mariés avec des enfants au moment de faire leur demande de résidence permanente. On peut passer maintenant aux limites de la portée de cette étude. Donc, bien sûr, il faut reconnaître certaines limites. Premièrement, cette première phase se repose sur 81 réponses complètes au questionnaire, ce qui ne permet pas de généraliser les résultats à l'ensemble des personnes immigrantes francophones en contexte minoritaire. Également, il faudrait reconnaître que la diffusion du questionnaire par le réseau de l'OIFC a pu créer un biais de sélection favorisant les personnes qui sont déjà en lien avec les organismes communautaires.
Également, les données reposent sur des déclarations auto-rapportées qui sont susceptibles de refléter des biais de perception ou de mémoire. Et enfin, en raison de la taille d'échantillon, les analyses qu'on a pu effectuer demeurent descriptives, exploratoires, et une analyse statistique plus approfondie sera envisagée lors de la consolidation complète de la base de données. On peut maintenant vous présenter certains résultats. Donc, nous avons examiné 5 types de barrières. La première, ce sont les barrières linguistiques et communicationnelles. Et afin d'étudier la présence de ces barrières-là, en contexte minoritaire, nous avons accordé une attention particulière à leur capacité ou à la capacité des personnes immigrantes en contexte francophone, en contexte minoritaire, à utiliser le français tout au long du processus de recrutement, en particulier dans le cadre de leur communication avec IRCC. Les répondants et les répondantes devraient réagir à des énoncés à l'aide d'une échelle de Likert qui comprend les choix suivants, donc totalement d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord et totalement en désaccord. Et les réponses à cette première question concernant l'utilisation du français lors des échanges avec IRCC montrent que 76% des personnes ont eu des échanges en français, entièrement en français avec IRCC. Maintenant, concernant les barrières administratives et juridiques, donc ces barrières comprennent les difficultés générées par les mécanismes institutionnels qui encadrent le traitement des demandes d'immigration. Ces mécanismes comprennent les délais ou la durée de traitement des demandes ainsi que leur incidence sur le parcours migratoire des personnes répondantes. À la lumière du tableau que vous voyez, plus de la moitié des répondants rapportent avoir consacré plus de 6 mois à la première étape qui est celle de la cueillette d'informations. Près de 40%, 45% mentionnent que l'attente d'une réponse finale d'IRCC a également duré 6 mois ou plus. Et les délais s'accumulent, ou ces délais qui s'accumulent peuvent avoir des effets importants sur la stabilité professionnelle et personnelle des personnes immigrantes, qui est d'ailleurs l'un des résultats qui ressortent dans l'une des questions de notre questionnaire. On passe à la troisième barrière, qui est celle qui porte sur ou liée aux billets au sein de l'appareil public. Donc, l'exploration des billets au sein de l'appareil public vise à examiner les perceptions vis-à-vis la transparence et l'équité dans le traitement des dossiers d'immigration. Pour cette raison, nous avons analysé 3 questions qui portent sur la communication des motifs de retard dans le traitement des dossiers, la communication des motifs de refus d'une demande, ainsi que les effets négatifs des délais de traitement sur le parcours des personnes immigrantes. Au fin de cette présentation, on vous présente une de ces questions-là, qui est celle de la communication des motifs de refus d'une demande. Donc, en ce qui a trait à cette question-là, 17,28% des personnes interrogées mentionnent ne pas avoir reçu de motif ou de raison pour le refus d'une demande, tandis que 16,05% qui avaient indiqué avoir obtenu une explication. Une large majorité, soit 66,67%, précise toutefois de ne pas avoir été confronté à ce type de situation, ce qui limite malheureusement la portée des résultats pour cette question. Je passe la parole à mon collègue. Oui, merci Aya. Donc, je vais continuer sur la présentation des résultats. On va passer aux barrières liées à la reconnaissance professionnelle. Donc, ici aussi, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, mais au fin de cette présentation, on va vous présenter seulement les enjeux liés à l'obtention des équivalences de diplômes étrangers avant les démarches auprès d'IRCC, pendant les démarches et une fois arrivé au Canada. Donc, en fait, ces barrières systémiques liées à la reconnaissance professionnelle limitent l'accès des personnes immigrantes au marché du travail, à la pleine reconnaissance de leurs compétences quand elles arrivent. Et donc,
on remarque en fait à l'analyse des résultats que parmi les enjeux, il y a les délais observés, les perceptions de la cause des retards de traitement, l'effet du temps d'attente sur les parcours d'immigration, ainsi que la place accordée à l'anglais dans les dispositifs de sélection et de reconnaissance professionnelle. Donc ici, le tableau 13 montre que la majorité des répondantes et répondants a entrepris des démarches avant d'arriver, des démarches d'équivalence avant d'arriver au Canada et même avant d'effectuer sa demande auprès d'IRCC. Et donc ici, on analyse cette temporalité comme une étape anticipée dans le processus migratoire par les personnes concernées qui se mettent en mouvement. J'imagine que des immigrants qui sont d'origine de pays du Sud savent que leurs diplômes vont avoir tendance à être mis en doute, questionnés, donc ils anticipent les démarches à effectuer. Et près du tiers des répondantes et répondants, 26,74, déclarent ne pas avoir tenté d'obtenir la reconnaissance de ces compétences professionnelles au Canada. On passe maintenant à la dernière barrière et non des moindres, la barrière financière. Donc au-delà de l'aspect administratif qui produit des barrières, il y a aussi le fait que migrer a un coût économique considérable. Toutes les personnes immigrantes le savent, et donc la charge de ce coût repose largement sur les personnes immigrantes. Ici, cet aspect financier constitue une barrière économique, une barrière systémique qui est invisible euh, et qui structure malgré tout profondément le parcours migratoire. Les coûts imposés sont échelonnés, opaques, difficiles à anticiper et créent une sélection basée sur la capacité financière des candidats et des candidates. Et donc, cette opacité joue un peu le rôle de filtre implicite pour limiter la mobilité des personnes. Et nous avons interrogé les personnes sur les obstacles rencontrés pour accéder à l'information concernant les coûts. Les résultats sont révélateurs. L'écrasante majorité, comme vous le voyez dans ce tableau 16, font face à des difficultés d'accès à l'information sur les coûts. Près d'un quart des répondantes et des répondants, soit 23%, ont rencontré des difficultés à localiser l'information sur les sites d'IRCC ou d'autres sites gouvernementaux. Plus de 21% ont rencontré des difficultés sur d'autres sites au Canada, notamment ceux des organismes communautaires ou des municipalités. Et environ 16% ont eu du mal à entrer en contact avec des agents de recrutement ou d'information des communautés francophones en contexte minoritaire. Donc ici, on vous a présenté un peu les barrières systémiques que les personnes immigrantes rencontrent, mais on a quand même réservé deux questions, comme l'a présenté ma collègue Eya tout à l'heure, qui laissent la parole aux personnes immigrantes pour à la fois nous exposer d'une part leur capacité d'agir et les stratégies d'adaptation face à ces barrières systémiques, et enfin leurs propositions, recommandations pour améliorer le processus d'immigration. Donc, les personnes immigrantes déploient différentes stratégies et elles évoquent massivement l'acharnement, la résilience, la patience comme autant de valeurs et la persévérance comme autant de valeurs des ressources essentielles quand on cherche à immigrer au Canada. Il y en a même qui parlent même d'un véritable parcours du combattant, tellement les barrières sont nombreuses et importantes. Donc, ces personnes font preuve même d'une forte capacité et d'une mobilisation proactive. Ils relancent de nombreuses fois les plateformes d'IRCC, ils passent plusieurs appels, sachant que les coûts des appels sont importants selon les pays d'origine. J'imagine que les personnes qui sont dans des pays comme certains pays africains, passer un appel à IRCC doit constituer quelque part une forme de barrière systémique financière à tenir compte. Donc, ils font plusieurs appels, ils envoient plusieurs formulaires pour essayer de débloquer la situation. Il y a aussi le rôle des réseaux d'entraide qui est important. Quand on contacte IRCC, quand on relance plusieurs fois et qu'on n'a pas de retour, on essaie de se renseigner en mobilisant un peu le réseau d'entraide, l'entourage, les proches qui sont au Canada, en s'appuyant sur les forums en ligne, les médias sociaux. Maintenant, il suffit de parcourir un peu les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. On se rend compte qu'il y a des conseillers en immigration un peu partout qui permettent d'avoir les informations qu'on n'arrive pas à avoir en passant par les institutions. Et les proches au Canada aussi vont servir un peu de soutien moral et même financier dans ce parcours qui est jalonné de difficultés. Donc ces réseaux
leur permet de développer toutes ces stratégies et de contourner en partie ces barrières systémiques. Donc les répondants et les répondantes ont de nombreuses recommandations, hein, à formuler au- auprès d'IRCC, au premier chef desquels il y a l'humanisation du traitement des dossiers en permettant quelque part un contact direct. Ce point-là revient souvent parce que ils envoient des formulaires, mais ils ne voient pas la personne. Et ils font toutes leurs démarches sans contact direct avec un être humain. Et donc, de nombreuses personnes immigrantes soulignent que cet aspect-là constitue un problème dans leur parcours. Ils, ils évoquent aussi la simplification des démarches administratives, la réduction des délais de traitement, qui sont perçus comme longs, complexes et même opaques. Et il réclame aussi une plus grande proximité géographique et linguistique des services d'IRCC, notamment dans les pays francophones africains. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour des principaux résultats de cette première phase, de cette phase préliminaire de recherche. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre pour être au courant de nos prochaines activités, notamment la poursuite du recueil de la deuxième phase des données sur cette enquête sur les barrières systémiques. Je laisse la parole désormais à la discussion à Dianaïna pour mener cette phase. Excellent. Merci Abdul, merci Eya pour cette riche présentation. J'ai hâte de voir les résultats complets. J'ouvre le débat ou l'espace aux questions. Vous pouvez lever vos mains, vous pouvez ajouter. euh, Nous avons déjà une question sur le chat. Euh, Chamberlain Sandio nous a demandé si l'humanisation des demandes est-elle vraiment possible au vu du nombre important de demandes à traiter. Je ne sais pas si vous voulez réagir tout de suite, Abdoul, ou si on prend. Je pense qu'on va prendre encore une question d'Étienne et après vous pouvez réagir, Abdoul et Ия, en une seule fois. Merci, Étienne, d'être parmi nous. Un grand plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Étienne Rivard, je suis à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. D'abord, merci Aya et Abdul Malik pour cette présentation. Très, très, très intéressant comme démarche. Mais si Jenaïna me permet, je poserai deux questions. C'est lié sur les aspects méthodologiques et ainsi de suite. D'abord, bon, je comprends que là, vous avez travaillé pour l'instant juste dans la perspective du recrutement. Et je regardais tout à l'heure ben, la première barrière linguistique qui n'avait pas de l'air d'être une barrière linguistique, mais on se doute bien que une fois que le processus de contact, d'accueil, et ainsi de suite, ce genre de barrière linguistique peut s'apparaître et que ça peut même être trompeur parce qu'on a l'impression peut-être qu'à l'ISCC, on a un service en français, mais on sait que plusieurs, parce que c'est peut-être moins vrai à Ottawa, mais en tout cas pour le Manitoba en général, les gens réalisent après que travailler en français dans le contexte minoritaire, c'est pas si facile que ça et que bien souvent, ça prend l'anglais et c'est là que la barrière linguistique peut être le plus ressenti. D'abord, est-ce que vous tenez compte de cette question-là dans l'avenir? Je vois déjà Ia qui fait oui, donc j'imagine que la réponse va être positive. La deuxième question, c'est comment allez-vous, parce que là, je regardais un peu votre rapport, puis je regardais la revue de littérature qui est essentiellement des références à l'immigration en contexte franco-minoritaire ou d'expression française. Ce n'est pas un défaut, hein, c'est normal, il y a quelque chose qui se développe là, c'est important. Mais comment allez-vous après ça regarder cet ensemble de barrières-là et éventuellement comparer avec des travaux qui sont plus dans le domaine de l'immigration canadienne, mais dans l'anglosphère? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ça d'une part? Et est-ce que ça pourra permettre justement de, de mettre le doigt peut-être sur des spécificités qui sont très francophones, justement? Merci. Abdul, Ия, est-ce que vous voulez Oui, réagir? je pense qu'on peut se partager les réponses. Ouais. Je vais peut-être répondre à la dernière question d'Étienne et peut-être Ea, la première, et après on répondra à la question sur le chat. Merci Étienne pour ces questions très pertinentes. Euh, donc par rapport à cette dernière question, que je trouve très très intéressante, évidemment, on s'en vient à cette réflexion comparative, ne pas seulement regarder les spécificités de l'immigration francophone, surtout les barrières à l'immigration francophone en contexte minoritaire,
Mais pour l'instant, on a voulu explorer en profondeur ce qu'on peut trouver sur ces différentes barrières concernant l'immigration francophone. Mais évidemment, on va élargir les données et les comparaisons, même en dehors du Canada, pour essayer de produire la théorie la plus, puisque l'objectif de la recherche, c'est de produire une théorisation des barrières systémiques. Donc, de produire une théorie la plus réaliste possible, si je puis dire. Parfait. Concernant la première question, je la trouve super pertinente, donc je vous remercie de l'avoir posée. Oui, effectivement, donc les résultats préliminaires ou du moins les réponses actuelles au questionnaire ne permettent pas de présenter l'accès à l'information en français comme une barrière nécessairement. Donc, ben, les résultats ne permettent pas de le présenter. Mais effectivement, ça sera super intéressant d'étudier les problèmes ou la barrière linguistique sous l'angle ou dans la phase de l'établissement et non dans la phase du recrutement. Ce sera une question très intéressante à explorer. Est-ce que vous aimeriez réagir à la question qu'il y a sur le chat? Je pense que en fait, c'est une question beaucoup plus pour IRCC que pour le cadre de l'étude, mais je voulais quand même vous laisser l'espace d'y réagir. Je profite de mon rôle de médiatrice juste pour te donner un exemple très concret. Étienne, je fais des recherches sur l'immigration francophone en situation minoritaire, mais je suis moi-même immigrante. Et je fais tout la procédure en français, mais j'ai reçu la lettre d'acceptation de la résidence permanente en anglais. Donc, alors que moi, j'étais quand même à l'aise dans les deux langues officielles, mais ça peut très certainement poser des problèmes pour des immigrants qui ne parlent que le français ou qui sont en débutant en anglais. Donc, même pour connaître le type de service auquel ils, elles auraient accès une fois devenu résident permanent. Mais je passe maintenant la parole à Inès Gauzy. Merci d'être parmi nous, Inès, et pour votre question. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, moi, je me permets de vous poser deux questions et beaucoup plus venant du terrain et peut-être dans une perspective plus militante pour l'inclusion et la diversité dans le système d'immigration. Quand je vois les chiffres, vous annoncez que vous avez eu 81 questionnaires et je m'inquiète à l'écoute. Alors, j'imagine qu'il y a un échantillon peut-être plus grand qui n'a pas encore été consolidé, mais je m'inquiète de la crédibilité vis-à-vis d'IRCC. La problématique que nous rencontrons souvent sur le terrain, c'est que une grande partie, bien évidemment, de ce que l'étude va mesurer est une réalité que nous vivons, que nous connaissons quand on travaille sur le terrain. Et l'étude, elle est là, bien évidemment, pour comprendre ou pour, comment dirais-je, au-delà de théoriser cette partie, mais elle servira aussi à tout ce qui est terrain à militer. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a moyen éventuellement d'augmenter le nombre de questionnaires pour plus de crédibilité vis-à-vis des bailleurs de fonds, pour un véritable changement systémique et non pas juste une étude pour l'étude. Et vous le savez sûrement que une étude n'est enfin, tout ce que vous mettrez, c'est ce qui sera reconnu. Donc, ça sera la source, ça sera la base de tout ce que nous, on communiquera par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour vous aider si on ne peut pas agrandir le chiffre? Et puis, l'autre question que je me pose aussi, c'est que est-ce que votre questionnaire a une partie solution proposée? C'est vrai qu'il y a des barrières systémiques, certes, mais quand on prend par exemple le coût financier, est-ce que vous allez venir éventuellement avec des solutions pour dire ben, comment pourrons-nous rendre ce système plus juste et dans ce cas-là, dans quelle mesure on pourrait agir pour vous aider dans ce sens? Parce qu'il y a quand même un objectif final de bien-être social et d'inclusion pour l'ensemble de la communauté francophone. Et merci à tous pour l'étude. Merci, Inès. Abdul, Iya. Il y a Kimberly qui voulait réagir Oh, avant peut-être je qu'on... pensais que c'était une question. Je me demandais si c'était une question en commentaire. Vas-y, Kimberly.
Non, je voulais réagir à la question qui était dans le clavardage, mais on peut peut-être répondre à aux questions de Inès et ensuite revenir à ce qui était dans le clavardage. Oui, je réponds. Donc, je vais répondre à une partie des questions de d'Inès et elle complétera l'autre partie. Merci pour les questions. Évidemment, je comprends l'approche militante. On est des chercheurs, mais on est aussi des citoyens. Donc évidemment qu'il y a une part d'engagement dans la recherche. La recherche qui se prétend non engagée complètement n'existe pas. Mais évidemment, on essaie le plus possible de suivre le protocole de recherche tel qu'il faut le suivre. Mais évidemment, à la fin, il y aura des propositions et des recommandations lorsqu'on aura produit le rapport final. Je laisse. Effectivement, juste pour compléter, oui, malheureusement, pour cette première phase de collecte de données, on n'a pu collecter que 81 personnes pour le moment qui ont répondu à la totalité du questionnaire. Mais on compte faire une deuxième phase de collecte de données après avoir validé notre questionnaire. Et d'ailleurs, on compte sur vous, les acteurs du terrain, pour nous aider à déployer largement ou à diffuser largement ce questionnaire pour pouvoir attirer le plus de participants possible. Oui, Kimberly? oui, à mon tour. Si je peux ajouter justement par rapport aux interventions de Ea et Abdul Malik, c'est vraiment important de comprendre que les résultats préliminaires qu'on présente aujourd'hui nous ont permis de développer justement toute cette validation du questionnaire. Et donc tout ce travail qui a pu être fait au niveau du développement de la théorie, au niveau de la collaboration avec les réseaux en immigration francophone, les fournisseurs de services directs pour nous assurer que on est sur le bon chemin. Et maintenant, on est à l'étape d'une diffusion beaucoup plus massive de cette fois-ci récolter des centaines et des centaines de répondants du questionnaire. Donc, ça s'en vient, Inès. Et je voulais également ajouter que le programme de recherche de l'Observatoire comprend également un volet sur les pratiques prometteuses. Donc, les recommandations que l'on compte faire par rapport aux barrières systémiques, ce ne seront pas des recommandations qu'on va, à l'intérieur de l'équipe, inventer ou deviner. Il y aura un processus scientifique pour justement identifier des pratiques prometteuses par rapport aux différentes barrières. Donc, merci d'avoir soulevé cet élément qui est également très important. Et je voulais revenir donc à la question qui était dans le clavardage. L'humanisation des demandes est-elle vraiment possible au vu du nombre important de demandes à traiter? Et je pense dans le contexte de la sortie du budget et avec les milliards de dollars de coupures auprès d'IRCC, c'est une question vraiment très importante. Je pense que c'est important de se rappeler que les répondants ont exprimé un souhait d'avoir de l'humanisation. Et cette humanisation-là, c'est pour tous les éléments du processus. Donc, ça n'implique pas uniquement IRCC. Rappelons-nous qu'on a un secteur d'établissement, on a un secteur d'immigration francophone en situation minoritaire qui est très, très, très engagé avec plusieurs initiatives, soit en virtuel ou soit même à l'international. Donc, je pense que cette humanisation-là peut passer par d'autres intervenants que directement le ministère. Voilà. Déjà, le fait d'être capable de parler avec une personne et non pas juste avec une machine, c'est la perspective la plus humaine possible de parler avec un humain. Est-ce que nous avons d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai quelques-unes. Dans le chat, non. OK. Donc, moi, j'aimerais en fait vous demander quelles sont les prochaines étapes au-delà de cette étape de divulgation, de rediffusion du sondage de manière plus massive. Donc, comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes de l'étude et comment est-ce qu'elles se complémentent l'une de les autres?
s'il y a plus que deux, celle que vous venez de mentionner. Et pour une question méthodologique, je me demandais pourquoi vous n'avez pas inclus les personnes avec un permis de travail temporaire dans la catégorie d'immigrants économiques. De- c'est- j'ai au moins c'est ce que j'ai compris d'après la présentation. Ça se peut que je me trompe. Euh, et vous n'avez pas non plus inclus des réfugiés dans l'échantillon. Je me demandais pourquoi. Oui. Allez-y, allez-y. C'était quoi la dernière question? J'ai pas bien compris la toute dernière. La toute dernière concernait la non-inclusion de réfugiés, donc des demandeurs d'asile ou des réfugiés dans l'échantillon. Ben, pour la question des réfugiés, il n'y avait malheureusement pas de personnes ayant un statut de réfugié qui ont répondu à notre questionnaire. Donc, peut-être qu'on n'a pas pu les cibler ou notre questionnaire n'était pas diffusé par des organismes qui ciblaient cette catégorie de personnes. Euh, et pour la première question, Abdelmalik, veux-tu répondre? Je peux Je y pense, aller. je pense que Kimberly peut y aller sur. OK. On va se... alors, un petit élément de mise en contexte ou peut-être d'historique pour être capable de répondre à ta question, c'est de savoir que cette recherche ou les travaux de l'Observatoire de manière générale se situent dans le cadre du programme d'appui à l'immigration francophone d'IRCC. Donc, programme qui, si on fait une historique encore plus détaillée, découle du PALO. Donc, vraiment tout ce qui concerne l'appui aux langues officielles. Donc, l'idée de vraiment focuser sur la phase de recrutement, donc c'est-à-dire la promotion, la sélection, etc., c'est d'abord d'identifier les barrières systémiques au recrutement et à la sélection de personnes immigrantes francophones. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des gens qui sont passés au travers du processus, donc qui sont des personnes, des résidents permanents dans les communautés francophones et acadiennes. Oui, ça fait du sens. Et je voulais réagir rapidement sur les étapes. On est en train de les définir justement pour relancer le sondage de la meilleure des manières possibles pour être certain cette fois-ci de toucher le plus grand nombre de personnes. Je pense que très bientôt, je pense dès la fin de cet atelier, on va se pencher dessus et on devrait vous informer rapidement sur les prochaines étapes qu'on va mettre en place. Donc, ça va être la diffusion du sondage, la sollicitation des partenaires pour nous accompagner dans cette diffusion. Et l'étape d'après, ça va être la production du rapport final qui va essayer de consolider à la fois la base de données, consolider le cadre théorique et les résultats que nous venons de vous présenter. Merci. Nous avons aussi une question dans le chat. Donc, qu'est-ce qui distingue votre recherche par rapport à la littérature existante sur les barrières systémiques à l'immigration francophone au Canada? Elle a été posée par Jean-Cédric Kouam. Merci beaucoup, Jean-Cédric. Je peux vous donner une première réponse, puis mes collègues pourraient compléter par la suite. En fait, je pense que la pertinence de notre étude réside dans le fait qu'on s'intéresse justement au recrutement, qui est une phase peu explorée dans la documentation. En général, quand on étudie ou dans la majorité des études qu'on a recensées, on s'intéresse à l'immigration dès le moment où la personne immigrante arrive puis s'installe dans les communautés, mais très rarement aux barrières qu'ils rencontrent déjà pour pouvoir réussir à immigrer. Si vous voulez compléter Abdulmalik et Kimberly.
pense que tout est clair. C'est la spécificité de la recherche actuelle sur les barrières systémiques, c'est de s'intéresser à l'avant, l'accueil avant d'arriver au Canada, donc la période de sélection, de promotion, de recrutement. Avons-nous une dernière question? Un commentaire? Une réaction? C'est comme je dis à mes étudiants. Question, commentaire, réaction, inquiétude? Non? OK. Donc, je vais euh, juste, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, OK. Oui. Euh, donc, j'aimerais, avant de finir cet atelier, à vous inviter à vous abonner à l'infolettre de l'Observatoire. Je vais laisser encore 30 secondes pour ceux et celles qui veulent scanner l'écran. Euh, L'infolettre est vraiment très pertinente, mais aussi on la reçoit de temps en temps. Ce n'est pas chaque jour, donc on a le temps de la lire et la décortiquer. Euh, Vous pouvez aussi partager votre avis sur les activités de l'Observatoire ainsi que sur cet atelier spécifiquement par l'entremise de ce code QR. Et je vous donne encore en 30 secondes pour le scanner. Le site de l'OIFC.ca est disponible et vous pouvez donc trouver plus d'informations et des chercheurs qui sont ici ne sont pas encore associés à l'Observatoire. C'est toujours la possibilité de le faire. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site. Et merci à toutes et à tous d'être venus, d'avoir participé. Kimberly, je pense que tu as un dernier mot. Et je te laisse la parole. Merci. Ben déjà, je voulais te remercier pour ton excellente animation et également remercier tous les participants qui nous ont vraiment accompagnés tout le long de cette recherche et avec qui on compte collaborer pour les prochaines phases. Ce n'est que le début. Je pense que pour en fait ajouter à la question que mes collègues ont répondu précédemment, la beauté de ce projet, de cette initiative, c'est vraiment elle illustre la co-création. On a nos collègues d'IRCC avec qui on collabore, donc je salue, qui assistent à notre atelier aujourd'hui. On a nos collègues qui sont sur le terrain, qui accueillent, qui offrent les services aux personnes immigrantes. Donc, la question des barrières systémiques, elle est une question pertinente depuis plusieurs années et ça fait tellement du bien d'avoir cette documentation, cette approche scientifique. Et on est vraiment très heureux de continuer la collaboration avec vous pour bien documenter ces enjeux et puis proposer des solutions, encore une fois, pour la réussite globale des personnes immigrantes et la vitalité des communautés francophones et acadiennes. Merci à tous et à toutes.